Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission d'économie sur Médien TV, Éco Débat. Et tout de suite, l'édito pour commencer. Le Maroc change et le régime de sa monnaie aussi. Mais avant, revenons un peu sur l'histoire du dirham marocain depuis l'abandon mondial de la convertibilité hors du dollar dans les années 70. Il y a eu d'abord une fixation par rapport au franc français, régime qui n'a tenu que 3 ans. Puis les années 80 et la naissance de la convertibilité de notre monnaie pour mieux commercer avec les partenaires étrangers du royaume. Une convertibilité rattachée à un panier de monnaie qui a vu plus tard l'euro, monnaie de notre principal partenaire commercial, l'emporter face au billet vert. Quelques décennies plus tard, ce 15 janvier 2018, date qui restera certainement dans les annales de l'histoire monétaire marocaine, le régime de change du dirham entame sa flexibilisation. Ce n'est pas réellement une révolution puisque cette flexibilité sera pour le moment cantonnée dans une fourchette ou une bande, comme on l'appelle dans le jargon financier, de 5% pour à terme, dans 15 ans, arriver à un régime 100% flottant qui soumettra notre monnaie, le dirham, à la loi du marché, celle de l'offre et de la demande. Beaucoup de cafouillage, d'appréhension et surtout de non-compréhension de cette mesure attendue, certes, mais annoncé à l'improviste. Pourquoi le Maroc a-t-il opté pour ce changement radical et quelles réformes structurantes pour accompagner ce changement? Et surtout, quels sont les scénarios possibles? Sommes-nous outillés pour contrer ou contrôler les risques inflationnistes au cas où notre monnaie perdrait de sa valeur? Et puis, quels secteurs vont profiter de ce changement? Deux autorités sont en charge de ce dossier, à savoir notre Banque centrale, Banque Maghreb, et le ministère de l'économie et des finances. Et justement, pour que nous comprenions au mieux tous les aspects du sujet, aujourd'hui sur le plateau d'Éco Débat, notre ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Éco Débat. C'est moi. Et en face, notre consultant économie et pour les autres affaires financières, qu'on ne présente plus, Drissa Essaoui, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, honneur à la pédagogie pour commencer, Monsieur le Ministre. Comment mieux comprendre ce passage au régime de change flexible au Maroc? Alors d'abord, c'est vrai que c'est un sujet très technique, très compliqué. Je vais essayer d'être un peu, disons, pour l'expliquer simplement, sans rentrer trop dans les détails. Dans le monde, il y a 2 types de régimes de change. Bien sûr, chaque pays a sa monnaie nationale, mais dans le monde, il y a 2 types de régimes de change. Il y a ce qu'on appelle le régime de change fixe. Ça veut dire que la valeur de la monnaie nationale est exprimée et rattachée par rapport à un étalon. Ça peut être l'or, ça peut être le dollar, ça peut être un panier de devises. Et il y a ce qu'on appelle le régime de change flottant. C'est-à-dire que la monnaie, elle est, disons, livrée sur le marché, l'offre et la demande, et il n'y a pas, disons, d'interventionnisme, il n'y a pas d'étalon. Mais dans ces 2 types de régimes de change, il y a aussi des variations. C'est-à-dire même dans le régime de change fixe, il peut y avoir un peu plus ou moins de flexibilité. Dans le régime de change flottant, il peut y avoir plus ou moins des interventions de la Banque centrale au niveau des marchés. Voilà au niveau de la théorie. L'autre chose au niveau de la théorie, une théorie qui dit qu'un pays, et ça c'est la théorie de Mendel bien connue, ne peut pas avoir 3 conditions, il ne peut pas se trouver dans une situation où 3 éléments sont réunis, qui sont l'ouverture économique, et le Maroc est ouvert économiquement, nous avons des accords de libre-échange avec 56 pays dans le monde, et bien entendu, nous sommes en train de diversifier nos partenariats avec l'ensemble du monde. Deuxième élément, on ne peut pas avoir une politique monétaire indépendante, et c'est le cas au Maroc, la Banque centrale, et nous sommes en train de renforcer cette indépendance à travers les statuts de Banque Maghreb, et en même temps avoir un régime de change fixe. Donc cette réflexion n'est pas d'aujourd'hui, ne date pas d'aujourd'hui, elle date depuis 1998. Dans l'historique que vous avez, disons, exposé, l'idée d'introduire une flexibilité dans le change. Donc, c'est quoi la flexibilité? Le Maroc, aujourd'hui, a un dirham qui est rattaché, bien entendu, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, parce qu'avant, c'était rattaché à des monnaies européennes. Ensuite, c'est aujourd'hui l'euro et le dollar. Ensuite, même les proportions de l'euro et du dollar ont changé, puisque notre commerce extérieur a changé.
Et la valeur de la monnaie aujourd'hui du dirham, c'est 60% euros, 40% dollars. Qu'est-ce que ça veut dire 60% euros, 40% dollars? Ça veut dire s'il y a des variations dans l'euro par rapport à l'euro ou le dollar, le dirham également bouge par rapport à ces deux monnaies et a fortiori bouge par rapport aux autres monnaies du monde. Donc ça s'appelle le cours de référence. C'est ce que nous avons jusqu'à présent. C'est encore une fois, je dis, le régime de change fixe. L'idée de la flexibilité, encore une fois, ne date pas d'aujourd'hui et nous commençons à travailler depuis réellement 2007. Et nous étions sur le point de faire le pas. Malheureusement, la crise mondiale a contrecarré tous ces plans. On ne peut pas introduire la flexibilité si nous n'avons pas des prérequis. Et je vais revenir sur ce sujet. Donc, mais depuis 2 ans, nous avons travaillé avec la Banque centrale de manière soutenue pour préparer cette introduction de la flexibilité au régime de change. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cours du dirham par rapport à l'euro, enfin cette pondération euro-dollar, il y a aujourd'hui déjà une bande de fluctuation qui est plus 0,3, moins 0,3. Enfin, il y avait. Depuis lundi, il n'y a plus. Depuis lundi. En fait, depuis le 12 janvier, parce que la date de la décision, c'est le 12 janvier. Vendredi. Voilà, le vendredi. Et c'est cette journée-là qui va rester peut-être dans l'histoire. Par rapport à cette bande de 0,3, nous avons élargi la bande, au lieu de 0,3, 2,5%. C'est le maximum, plus 2,5, moins 2,5, c'est le maximum de fluctuations que le dirham peut connaître par rapport à son cours moyen, le cours de référence, ce cours qu'on a utilisé justement après les 3 premiers jours. Alors attendez, parce que j'entends des choses incroyables, invraisemblables, que le dirham va se déprécier, qu'il y aura une dévalorisation. Il n'y a pas de dévalorisation. Le cours de référence va toujours être déterminé sur la base de ce comme on l'a toujours déterminé. Comme l'a toujours déterminé Banque el-Maghreb. Comme l'a toujours déterminé Banque el-Maghreb. Oui. Mais on va permettre à l'intérieur de cette bande de fluctuation, en fonction bien entendu des ventes, des achats, des marchés, de l'offre, de la demande, des pressions, des fondamentaux de notre économie, de varier. Donc le maximum de ce que peut perdre le dirham pour cette première étape, c'est 2,5. Alors je vais revenir justement à l'impact. Nous allons y revenir plus tard, monsieur le ministre. Je voudrais juste faire justement réagir, Driss. Moi, en fait, une question s'impose aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui et maintenant? Est-ce qu'on n'avait pas le choix de faire autre chose? Parce qu'en fait, rappelons-nous que l'annonce de la flexibilité était attendue pour juin dernier, juin-juillet. Ça n'a pas été fait pour des raisons, qui sont plus ou moins claires, mais pourquoi aujourd'hui? Ce serait bien peut-être de les rappeler ou de les clarifier aussi. Alors, les clarifier, on a dit, c'est-à-dire il y avait un mouvement spéculatif qui s'est fait avec l'annonce de la flexibilité. Il y a le gouverneur de Banque el-Maghreb qui a réagi, il y a les banques qui ont réagi de leur côté, etc. À un moment, à tel point qu'on a senti que cette flexibilité allait être remise en cause ou être remise à plus tard ou à jamais. Parce qu'on a cru qu'il y avait de gros problèmes. Quelle est la situation? Alors, d'abord, il faudrait que, je vais insister sur ce point. C'est une décision, bien entendu, ça a été dit aussi par M. le gouverneur de la Banque centrale, souveraine, volontariste de notre pays, qui était toujours en train de maturer. Pourquoi Parce qu'il faut trouver une fenêtre pour l'annoncer. C'est vrai que la manière avec laquelle ça a été fait annoncer, parce que nous l'avons dit depuis l'année dernière pour dire attention, le 1er juillet, la Banque centrale a préparé des réunions avec la CGEM, avec le GPBM, avec les PME, avec les bureaux de change, avec les journalistes, pour préparer. Nous avons essayé d'être transparents et d'annoncer ce que nous voulons faire et comment nous allons le faire. Maintenant, encore une fois, il faudrait qu'on puisse tous comprendre une chose. Ce n'est pas une mesure, ce n'est pas une thérapie par rapport à une crise que nous avons. Ce n'est pas une réponse à une crise, ce n'est pas une mesure curative parce que nous sommes en crise financière ou économique ou de réserve de change. Non, non, non. C'est une mesure préventive. Et je pense qu'on va revenir peut-être aussi sur le benchmark. Et très rares sont les pays, je pense que le Maroc va être l'un des rares pays au monde à organiser,
à orienter et à maîtriser ce passage vers, bien entendu, à terme, un régime de change, disons, libre, flottant, mais de manière organisée, en réduisant au maximum l'impact sur les citoyens, sur le pouvoir d'achat, sur notre économie. Pourquoi nous faisons cette mesure? Pourquoi nous devons prendre cette mesure? Pour nous permettre d'augmenter en attractivité, permettre à notre économie d'être plus compétitive, permettre à nos exportations d'être aussi compétitives et avoir une soupape contre les chocs extérieurs, contre, disons, cette complexité qui caractérise aujourd'hui le monde et cette volatilité. Bon, je ne vais pas faire le parallèle, mais vous avez vu qu'hier, le Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, le monde est en train d'avancer à très grands pas. Il faut qu'on puisse s'adapter. Le Bitcoin, les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est inouï. Nous devons, bien entendu, heureusement que le Maroc a annoncé l'interdiction, parce qu'hier, il a perdu pratiquement... En une journée, on a perdu 27 milliards de dollars. 40% vous voyez, on voit le monde. Mais Monsieur le ministre, attendez, juste terminer. Dans ce monde incertain, volatile, il faudrait aussi que notre pays puisse avoir les instruments de l'affronter pour être plus résilient. Si nous ne faisons pas cette mesure de cette manière, la qaddarallah, et encore une fois, je préfère aussi insister ici à la machine ta'wim. Ce n'est pas le dirham qui va flotter, c'est une flexibilité qui va donner à alors en parlant de flexibilité, si nous ne le faisons pas de cette manière, si nous ne le faisons pas de cette manière, un jour, il y aura une crise, parce qu'on ne sait pas comment le monde va évoluer, on va devoir le faire de manière douloureuse. Alors, avant de revenir au scénario possible, Monsieur le ministre, vous avez parlé de cette bande de 5% pour in fine dans 15 ans. Parce qu'il faut expliquer, puisqu'on reste dans l'aspect pédagogique. Donc, dans 15 ans, le dirham sera 100% flottant. Donc, quelle est l'évolution? Justement, nous allons commencer sur cette bande de 5 ans. Sur combien de temps allons-nous rester sur cette fluctuation de 2,5% en positif et en négatif? Alors, le 15 ans, c'est aussi théorique. Ah, c'est théorique. Bien sûr, ça peut être plus, ça peut être moins. Non, attendez, ce n'est pas un programme, c'est des étapes. Cette étape-là qui s'est très bien passée. Vous le dites. Parce que, bien sûr, je le dis. Le démarrage s'est bien passé. Ce n'est pas moi qui le dis, madame. C'est le marché qui le dit. Parce que donc, depuis le commencement... Sur les 3 premiers jours, nous avons ouvert la bande de 2,5, plus 2,5, moins 2,5. Le cours de la dirham est resté dans l'ancienne bande de plus 0,3, moins 0,3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qu'on a toujours dit et ce qui est confirmé par le marché, que le cours du dirham est aligné avec nos fondamentaux, qu'il y a une confiance dans notre économie. Parce que s'il y avait des alignements, c'est-à-dire, excusez-moi d'utiliser une différence entre le taux de change effectif réel et le taux de change d'équilibre, il y a des alignements, le dirham aurait été déprécié. Et dans ce genre de décision, les premiers jours sont les jours les plus déterminants. Dès que c'est le marché qui a démontré, confirmé qu'il a confiance dans notre économie. Et pas ce que peut-être on entend comme bruit ici et là. Est-ce pour cela que vous l'avez annoncé un vendredi après-midi à la fermeture des marchés? Non, bien sûr, nous l'avons fait exprès pour ne pas... Parce que nous avons profité aussi de la première expérience. Qui était en mai. D'annonce préalable, qui a fait des anticipations... Entre parenthèses, bon, ils sont libres. Mais aujourd'hui, des anticipations. Voilà, je dis des anticipations, pas autre chose, et qui sont libres, qui aujourd'hui le marché a confirmé la confiance qu'il a dans notre monnaie, dans le dirham. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est une mesure qui est bien préparée, c'est une mesure qui est bien maîtrisée, c'est une mesure qui est bien organisée. Bien entendu, je vais vous dire quelque chose aussi. C'est que, je vais revenir les prérequis. On ne l'aurait pas fait si nous n'avons pas des fondamentaux macroéconomiques solides. Quels sont... Monsieur le ministre, on parle de ces fondamentaux. Je suppose que les services demandent la même question. Si nous n'avons pas des raisons... fondamentaux macroéconomiques, d'agrégats macroéconomiques, mais ça reste flou pour le commun des mortels, monsieur le ministre. Alors, si vous pouvez nous expliquer la relation ou la corrélation qu'il y a entre ces fondamentaux, c'est-à-dire les équilibres macroéconomiques, l'inflation particulièrement, et le change. Alors, très bien. Encore une fois, le faire à la marocaine, cette flexibilité, de manière maîtrisée, il fallait qu'on ait des prérequis, qu'il fallait qu'on ait des conditions favorables pour le faire. Parce qu'encore une fois, passer au régime flottant,
Il y a un certain nombre de pays qui l'ont fait de manière brutale. Ça, ils l'ont fait sous le coup d'une crise, pour répondre à une crise. Nous le faisons pour prévenir demain éventuellement des chocs extérieurs. Une tension. Alors aujourd'hui, rien ne nous est apposé parce que nous avons un matelas de réserve en devises confortable de plus de 6 mois, que nous avons récupéré depuis, parce que les anticipations à travers les couvertures de change, c'est des devises qui est sortie, mais qui est juste sortie avant l'heure parce que ça correspond à des marchandises qui devaient être importées. Donc nous l'avons depuis recouvert le même matelas. 4 mois. 6 mois. Combien on est? On est à 6 mois. 4 mois, On est à 6 mois et quelques jours. C'est plus de 240 milliards de dirhams en devises. Exact. C'est un trésor de guerre pour la Banque centrale, pour défendre notre monnaie. Deuxièmement, nous avons un cadre macroéconomique qui revient à l'équilibre, avec des déficits budgétaires, déficits de compte courant qui sont aujourd'hui tenables, avec une stabilisation du taux d'endettement. Nous avons aussi une inflation faible, relativement faible, maîtrisée, de 0,7%. Pour revenir à l'impact, et ça a été annoncé, le maximum de ce que peut induire cette flexibilité, c'est-à-dire le cas défavorable, que le dirham réellement perd 2,5%. La limite de la borne inférieure. L'impact sur l'inflation n'est que de 0,4%. Comme l'inflation... Et quand on va passer à 10% Attendez, justement, je réponds à votre question. Nous n'allons passer à une autre étape que si nous maîtrisons l'étape d'avant et que nous puissions avoir les évaluations qu'il faut, que nous puissions mesurer. Nous ne sommes pas fous ni inconscients. Il s'agit d'exercer une responsabilité où l'amana diyal al-muwatinin, on ne peut pas jouer avec notre économie ni avec notre monnaie de cette manière. Nous n'allons pas, c'est pour cela que nous n'avons pas annoncé les étapes ultérieures. Nous avons juste annoncé le changement vers une flexibilité et on prendra le temps. Et ça prendra le temps que ça prendra pour aller vers la deuxième étape et l'étape d'après. C'est pour ça que j'ai répondu tout à l'heure sur les 15 ans. C'est vrai que monsieur le gouverneur de la Banque centrale a annoncé 15 ans, mais c'était à titre indicatif. Encore une fois, ça peut être plus. C'était un moyen terme. C'est pour dire nous allons prendre le temps et maîtriser, avant de passer à l'étape suivante, maîtriser les conséquences de l'étape d'avant. Vous êtes en train de nous dire qu'à aucun moment la réflexion sur une dévaluation n'a été avancée quand vous prépariez ce projet. Parce qu'en fait, les réactions aujourd'hui sont celles de dire nous sommes au-devant de dévaluation masquée du dirham. Vous savez très bien que si d'évaluation il y avait, on aurait eu le courage et la transparence de le dire. Même quand le 15 avril 2015, quand nous avions changé la pondération au niveau du panier, parce que c'était 80 euros, 20 dollars, on est passé 60 euros. S'il n'y avait pas de dévaluation, la dévaluation, il n'y aura pas de dévaluation. Il y aura des fluctuations, certes, et c'est le but. Et encore une fois, les premiers jours du démarrage de cette grande mesure, qui restera effectivement dans l'histoire, montrent que notre économie est en bonne santé et qu'il y a une confiance des marchés dans notre économie. Est-ce que vous avez des indicateurs pour dire que, par exemple, l'évolution à moyen terme ne portera pas atteinte ni à la compétitivité, ni à l'attractivité? C'est-à-dire à quel moment il y a un signal rouge qui va se déclencher? Quels sont les indicateurs que vous avez? Alors bien entendu, après l'évolution, on ne peut pas aujourd'hui prévoir et anticiper. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des mesures d'accompagnement, deux en tout cas. D'abord, il y a un ciblage de l'inflation qui est fait par Banque al-Maghreb. Il était déjà dans le régime de change fixe. Bien sûr, et parmi d'ailleurs les prérequis, il y a effectivement l'existence d'un marché de change. Aujourd'hui, il y a un marché de change. Il y a un système bancaire solide. Il y a des instruments de couverture pour les importateurs et les exportateurs. Tout ça, c'est des prérequis. Et la deuxième chose, c'est que Banque al-Maghreb va continuer d'intervenir sur le marché, à subvenir aux besoins du marché en matière de devises. Donc ce sont des garanties, effectivement, suffisantes pour conforter l'ensemble des opérateurs. Alors après, bien entendu, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, c'est normal, à moyen, long terme. Mais ce dont on doit être sûr, c'est qu'on ne peut pas
continuer dans la situation dans laquelle nous nous trouvions. La politique monétaire et la politique de change est aussi un instrument de politique générale, de politique économique, et voilà, pour augmenter notre compétitivité et notre activité. Nous avons fait ce qu'il fallait au niveau de la gestion budgétaire. Excusez-moi, madame, 2012, les réserves de change commençaient à fondre comme neige. Ils ont été reconstitués. Les déficits fuyaient de toutes parts. Aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à l'équilibre. Le déficit commercial se creuse, monsieur le ministre. Le déficit commercial se creuse, mais il a toujours été négatif. Bien entendu. Ce qui aujourd'hui est important à signaler, c'est qu'il y a quand même un changement au niveau de notre politique économique de manière générale. Et notre modèle de croissance, pour ne pas parler de modèle de développement, ce modèle de croissance qui était basé sur la demande, aujourd'hui va reposer également sur la politique de l'offre, matérialisée par l'encouragement de l'investissement dans l'industrie et dans les exportations. Les stratégies sectorielles. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui de l'industrie, du produit industriel? On s'arrête là. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, monsieur le ministre, du produit industriel made in Maroc, un produit compétitif, puisque vous parlez de compétitivité? Il l'est. Il l'est, je vais vous dire. Il l'est parce qu'aujourd'hui, le premier, et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, il y a 2 ans, depuis 2 ans, le premier secteur exportateur de notre pays, c'est le secteur automobile. Qui l'aurait cru? Ça montre la transformation de notre économie. Et plus nous investissons dans les secteurs exportateurs, plus nous améliorons aussi, nous encourageons l'industrie nationale pour changer, disons, au lieu d'importer des biens et des services, qu'on puisse les produire localement, plus, bien entendu, nous allons capter plus de valeur ajoutée et nous allons surtout créer plus d'emplois. Alors, créer plus d'emplois, je suis d'accord avec vous. C'est une bonne valeur ajoutée de ce secteur industriel pour les exportations également. Et ça va, bien sûr, favoriser une augmentation de la valeur du dirham. Mais ceci dit, pour que ce soit plus compétitif, il y a certes cet aspect humain, il y a aussi l'aspect énergétique, monsieur le ministre. Il y a le coût de l'énergie qui peut peut-être rendre le produit Made in Maroc plus compétitif. Or, ça va coûter un peu plus d'argent et donc peut-être alourdir un peu plus cette facture des importations. C'est vrai que dans la balance commerciale, la facture énergétique pèse pour beaucoup. D'ailleurs, en 2017, vous allez le constater au niveau des chiffres, les exportations ont augmenté plus que les importations. Exact, 15 milliards de dirhams pour les énergies. Nous sommes à plus 9,5 des exportations, plus 6,5 des importations. C'est quand même important de constater que les exportations augmentent, on va le plus vite que les importations. Et malheureusement, ces importations ont été grevées par, ce que vous avez dit, la facture énergétique. Mais je pense que le Maroc a suffisamment d'atouts aujourd'hui pour prétendre à être, il est réellement une plateforme de production et d'exportation, même en étant un importateur absolu de l'énergie, de l'énergie d'une manière générale. Et je pense qu'aujourd'hui, la politique qui est impulsée par Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste en matière d'énergie renouvelable pour, d'une part, sécuriser la production énergétique dans notre pays, atteindre 52% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, c'est quelque chose, c'est une ambition inouïe que nous allons atteindre. D'un côté, nous allons réduire et augmenter la sécurité, réduire l'indépendance, et de l'autre, nous avons aussi gardé des devises au lieu d'aller importer. Ça va avoir un impact positif sur la balance des paiements. Donc je pense qu'encore une fois, il faut voir cette mesure dans son ensemble, dans un Maroc dynamique, un Maroc qui avance, un Maroc qui ose, un Maroc qui anticipe. Cette mesure... Un Maroc qui dépend toutefois de la clémence du ciel, monsieur le ministre, où l'agriculture pèse toujours sur l'économie. Nous dépendons tous de la clémence du ciel, madame. Certainement, mais je parle d'agriculture. Je parle d'agriculture. Je pense aujourd'hui, j'ai compris, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un Maroc qui doit se mobiliser pour, disons, qu'on puisse, cette ligne, cet objectif qui est tracé de progrès, de régler les problématiques, les autres défis, et peut-être le temps va nous manquer, qui se dressent face à notre pays pour le chômage des jeunes, la disparité au niveau des territoires, la disparité au niveau des couches sociales. Tous ces défis-là que nous devons affronter. Mais c'est un Maroc quand même qui bouge, c'est un Maroc qui avance. C'est un Maroc qui est aujourd'hui vu comme étant un exemple, un modèle
Quand on voit les chiffres aujourd'hui d'augmentation des investissements étrangers, des grandes enseignes qui viennent, qui choisissent le Maroc pour s'installer, ce n'est pas pour rien. C'est une, disons, reconnaissance de notre vision, enfin de la vision de Sa Majesté sur le plan économique et sur le plan politique, de notre stabilité et bien entendu de la visibilité que nous donnons à ces opérateurs. Que répondez-vous à ceux qui disent que le gouvernement a pris un risque en allant vers un change flexible aujourd'hui? Et ils considèrent que c'est-à-dire tous les fondamentaux dont vous avez parlé ne sont pas interconnectés et que finalement le résultat attendu ne sera pas au rendez-vous et que très très bientôt on aura droit à une vraie dévaluation. C'est une mesure bien réfléchie. Bien entendu, dans tout changement, dans toute réforme, il y a un risque. Bien entendu, on ne peut pas dire que... Alors ce risque, est-ce qu'il est maîtrisé? Bien entendu, il est maîtrisé. Le risque important de ce genre de mesure, c'est, comme vous l'avez dit, une dépréciation de la valeur du dirham, pas dévalorisation, pas d'évaluation, dépréciation. Cette dépréciation, on sait à quel niveau ça peut se situer. C'est moins de 2,5%. Et je répète, le maximum que ça peut avoir comme impact sur l'inflation, c'est de 0,4. Autrement dit... 0,4%. 0,4%. Autrement dit, l'année prochaine, au lieu d'avoir... Enfin, cette année, pardon, 2018, au lieu d'avoir une inflation de 1,5, nous allons avoir une inflation de 1,9. C'est tout. Très bien. L'impact, encore une fois, l'impact sur les citoyens, sur le pouvoir d'achat, se situe à ce niveau-là. Bien entendu, il y a d'autres aspects positifs qu'on va bien Nous allons y revenir juste après la pause, Monsieur le Ministre. Je vous propose de nous arrêter quelques minutes et de revenir au débat. Merci de rester avec nous. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui à cette question qui pose beaucoup de questions, que beaucoup de nos concitoyens se posent sur la flexibilité du régime de change du dirham. Alors, juste avant la pause, nous parlions de cette probabilité de dépréciation de notre monnaie. Et Monsieur le Ministre, selon une analyste ou une analyse plutôt toute récente de JP Morgan Maroc, il pourrait y avoir une dépréciation de 7% du dirham par rapport à l'euro et au dollar au cours des 12 prochains mois. En tout cas, selon les études de ce grand groupe financier américain. Quel impact pourrait avoir cette baisse? Je respecte JP Morgan, et les autres banques d'affaires parce qu'ils peuvent avoir des modèles, des prévisions. Mais moi, je veux revenir à quand même une référence en termes d'études de ce genre, c'est le Fonds monétaire international. Depuis 2007, si vous revenez, et c'est des rapports publics qui existent sur le site web du FMI, il dit toujours, bien entendu, il recommande, il n'impose pas, il recommande au Maroc d'envisager la flexibilité. Oui. Il nous a assistés pour mettre en place les outils. Parce que ce n'est pas quelque chose, encore une fois, on s'est réveillé un beau matin, on dit on va faire la flexibilité. Non, pendant 10 ans, que nous travaillons sur cette question pour préparer le marché de change, pour s'assurer que les banques ont la solidité nécessaire pour être, regarder de plus près nos fondamentaux. Et qu'est-ce qu'il dit le FMI? Il dit que le dirham, la valeur du dirham, est alignée par rapport à nos fondamentaux. Autrement dit, qu'il n'y a pas de risque de dépréciation à court terme. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, tout cela, de mon point de vue, est un peu derrière nous. Je vais revenir à ce que dit le marché. On peut croire Zayd ou l'Amr, mais sur les 3 premiers jours, le marché dit la chose suivante. Bien, le gouvernement a décidé d'élargir la bande de fluctuation de 2,5. Moi, marché, les opérateurs, je fais confiance au dirham, je suis resté dans l'ancienne bande de 0,3. Le dirham a gardé sa valeur. Parce que ce sont les premiers jours qui sont déterminants. S'il y avait des alignements, s'il y avait risque de dépréciation, on les revu sur les 3 premiers jours. Ceci étant, ça ne veut pas dire sur le moyen terme, sur le long terme, comment les choses vont évoluer. Mais cette entame, le début, le démarrage de la réforme s'est fait dans de bonnes conditions. Le marché a bien répondu. Alors bien entendu, on peut imaginer JP Morgan qui peut dire des choses, on peut aussi nous apporter des choses, mais de mon point de vue, le Maroc a fait de bons choix économiques. Toutes les stratégies sectorielles aujourd'hui sont en train d'avancer vers la bonne direction. La politique économique de notre pays, l'impulsion de Sa Majesté pour diversifier
notre économie, pour diversifier nos partenariats vers l'Afrique, vers d'autres zones au niveau, disons, au niveau du Golfe, au niveau de l'Asie, vont faire que le Maroc, l'avenir du Maroc, l'avenir économique du Maroc va être encore meilleur, va être prometteur, et au contraire, le dirham, qui va être plus ou moins, de manière relative, lié à cette perspective économique, va rester stable, sinon probablement il sera renforcé. Pour se faire l'avocat du diable, si jamais demain vous sentez que ce système disons, de gouvernance de la flexibilité ne marche pas, est-ce que vous seriez prêt à l'abandonner? Non, alors, cette première phase, le coup est parti, bien entendu. Mais la deuxième phase ne sera enclenchée, et les phases suivantes ne seront enclenchées qu'une fois qu'on s'est assuré que vous avez atteint les objectifs. Exactement. Mais quand on parle de ces objectifs, justement, quels sont ces objectifs, Monsieur le Ministre? Les objectifs, c'est d'avoir quand même une politique monétaire qui va être au service de notre économie, de notre compétitivité, notre attractivité. Encore une fois, je vais rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une mesure préventive. Aujourd'hui, ce n'est pas une mesure qui est faite, c'est une mesure qui est faite pour nous protéger. Parce que ce ne sont pas uniquement les facteurs internes qui doivent dicter une telle politique. C'est également ce que se passe dans le monde. D'où les chocs externes dont on parle. Il y a eu la crise de 2008. On n'a pas vraiment souffert de cette crise au vu de l'indépendance, où on n'était pas branché, comme vous le dites, c'est vrai, parce que au système financier mondial. Exactement, exactement. Mais pour maintenir nos réserves de change, parce que cette crise nous a touchés quand même, nous a quand même touchés. Quand il y a une baisse de la demande extérieure de par la part ricochet, de mais bien entendu. Par ricochet, mais directement, comme et d'ailleurs, ça nous a touché pas non. entre 2008, à partir de 2008, avec un effet retard. Ça nous a touché à partir de 2011-2012. Il y a un effet retard. Aujourd'hui, le monde est en train de retrouver des couleurs, j'allais dire. Et l'économie mondiale est en train de s'orienter vers, disons, un chemin positif. Donc les choses sont en train de changer, mais les risques de choc et des accidents économiques sont toujours là. On ne sait pas comment les matières premières vont évoluer demain. On ne sait pas comment la bulle financière au niveau de la Chine va impacter. On ne sait pas ce qui est en train de se passer au niveau des risques, au niveau du digital. On ne sait pas comment les politiques aujourd'hui protectionnistes d'un certain nombre de pays vont impacter l'économie mondiale. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons une appréciation, et je pense que les institutions financières l'ont dit, positive, favorable de l'évolution de l'économie mondiale, mais on n'est pas à l'abri d'un autre accident de l'histoire. Cet accident de l'histoire qui peut arriver, le Maroc aussi se prépare pour augmenter sa résilience. Comment ? Pour maintenir les réserves de change, madame. À ce niveau-là, le Maroc a dû emprunter 45 milliards depuis, bien sûr, il y a des remboursements, 45 milliards de dirhams en devises pour maintenir les réserves de change. Vous les avez reconstituées entre-temps? Non, c'est-à-dire que les réserves de change viennent d'un côté des exportations, viennent des virements des IDE, MRE, viennent des IDE, viennent du tourisme, la balance de paiement, et viennent aussi des prêts de la dette. De la dette. Donc tout ça, et bien entendu, au niveau des dépenses, il y a les importations. Grosso modo, ceci représente le compte courant de la balance des paiements. Ce compte courant a été déficitaire de 9,6% en 2012. 9,6%. Aujourd'hui, cette année, on termine autour de 3,8, 4% maximum. Donc c'est un déficit soutenable. La politique monétaire et la politique de change est aujourd'hui aussi un instrument de politique économique, je le répète, pour augmenter notre compétitivité, pour augmenter notre activité. Est-ce que nous allons continuer à importer tout ce que nous pouvons fabriquer dans notre pays ? Non. Il faudrait que aussi nous puissions encourager les entreprises nationales, les Marocains à investir dans des produits que nous pouvons fabriquer aujourd'hui, que nous pouvons lancer sur le marché.
pour la consommation de nos matériaux intérieurs et avec lesquels peut-être nous pouvons attaquer d'autres marchés à l'export. C'est ça le développement économique. Est-ce que c'est pour cela qu'il y a nous eu... Nous ne sommes pas une économie de rente. Oui, nous ne sommes pas une économie pétrolière où nous devons importer. Avant d'entamer ce processus, vous avez dû certainement regarder autour de vous ce qui se passait dans le monde. C'est-à-dire vous avez fait un benchmark, une comparaison entre des expériences internationales. En matière de politique de change, de régime de change. Oui. Pour la flexibilité, voilà. Il y a des pays qui ont pris l'initiative. Ils ont eu des difficultés, d'autres plus ou moins avec un système, comme le Maroc d'ailleurs, qui reste un peu à moitié dirigiste et à moitié libéral. Alors, je ne vais pas citer d'autres pays pour ne pas les froisser, mais d'une manière générale, sauter le pas de cette manière, dans un certain nombre de pays, ils l'ont fait sous la contrainte. Ça a été imposé. Ça a été imposé parce qu'ils se sont réveillés un jour, ils n'ont pas trouvé de réserve de change. Exact. Il y a des pays qui ont fait le saut dans l'inconnu. Voilà, c'est ça, d'une manière. Ils n'ont pas fait les 15 ans. Ils ont fait donc du jour au lendemain, la monnaie a été divisée par 2 et du jour au lendemain, l'inflation a grimpé à 30%. Nous ne sommes vraiment pas du tout dans ce contexte ni dans cette perspective. Nous sommes dans la maîtrise, nous sommes dans la préparation. Alors bien entendu, ces pays, comme j'ai dit, ils l'ont fait sous la contrainte. Nous le faisons de manière... Mais quelle contrainte, Monsieur le Ministre? La contrainte, c'est que... Est-ce qu'il y a une contrainte d'une institution financière? Non. C'est la contrainte, c'est que vous ne trouvez plus de devises pour payer vos importations. Vous avez un compte. Et je vais vous dire, madame, le Maroc est passé par cette situation. Rappelez-vous, le programme, mais bien entendu, le programme d'ajustement structurel. Des années 80. Et c'était douloureux. Et c'était douloureux sur le plan social. Et c'était douloureux sur le plan économique. Nous avons beaucoup mis de temps pour remonter la pente. Nous ne voulons pas nous retrouver dans cette situation. Nous voulons préparer l'avenir pour avoir un ensemble d'instruments, de soupapes. Bien sûr, budgétaires, nous travaillons, nous avons fait le maximum au niveau de l'amélioration de nos exportations. Mais bien entendu, la politique monétaire est essentielle. Elle ne peut pas rester figée. Elle doit évoluer pour accompagner cette dynamique que le Maroc connaît depuis pratiquement 15-16 ans. Vous avez parlé de solidité du système financier marocain. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette ouverture ne pèse pas sur le taux de risque de ces institutions bancaires, en l'occurrence, l'ouverture en Afrique? On voit que, par exemple, ne serait-ce que les créances en souffrance au Maroc, en Afrique, sont beaucoup plus importantes que celles enregistrées ici au Maroc. Est-ce que ça n'impacte pas cette solidité que vous évoquez du système financier et, en l'occurrence, bancaire? Alors, il y a des missions de la Banque mondiale qui s'appellent FSAP. En 2015, c'est le Maroc qui a demandé donc, à cette mission de venir faire une consultation du système bancaire et de sa préparation par rapport au lancement de cette réforme de régime de change. La conclusion est: vous avez un système bancaire capable de mener et d'accompagner la réforme. Les 3 premiers jours de la réforme l'ont démontré. Très bien. Deuxièmement, nous avons effectivement un système bancaire solide. Un système bancaire aujourd'hui qui accompagne notre politique économique et qui aujourd'hui, nous sommes fiers de nos banques qui sont aujourd'hui présentes en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, qui accompagnent le développement économique de ces pays, qui améliorent l'inclusivité financière, la bancarisation de ces pays, qui drainent, disons, l'épargne pour financer ces économies. Je pense que notre système bancaire, aujourd'hui, s'internationalise et nous fait honneur. Il est en bonne santé. Peut-être on va faire une transition pour aller parler de la loi de finances 2018 qui est aujourd'hui adoptée. C'est une loi de finances qui vient après une mini-loi de finances qui a accompagné la constitution du gouvernement. Alors, quels sont les grands changements que l'on peut annoncer aujourd'hui en termes d'investissement, en termes de fiscalité, en termes justement d'ambition pour un taux de croissance tel que vous le souhaitez, peut-être loin de ce qui se fait à travers la pluie? Alors, la loi de finances de 2017, ce n'était pas une mini-loi de finances, c'était une loi de finances pleine et entière. C'est vrai qu'il a été voté en retard. Non, il a voté en retard. À peine appliqué. Mais il y a des mesures déjà dans 2017 extrêmement importantes. Mais est-ce qu'elles ont bien été entendu, appliquées, je vais revenir. Il y avait l'IS 0 pour les entreprises industrielles qui démarrent. Il y avait l'assimilation des exportateurs indirects qui vont bénéficier des mêmes avantages que les exportateurs directs. Donc la loi de finances 2017, ce n'était pas une mini-loi de finances. C'était une vraie loi de finances avec des mesures importantes. 2018,
nous sommes encore allés plus loin avec des mesures fiscales en faveur de l'entreprise, en faveur de l'emploi. Cette loi de finances... Particulièrement. Alors particulièrement, il y a un certain nombre de mesures attendues par le monde des affaires, comme, je parle de fiscalité, comme l'IS progressif, comme l'exonération des droits d'enregistrement pour les augmentations de capital, libération de capital, comme l'exonération des droits d'enregistrement pour les cessions d'actions, comme le programme Tahfiz en faveur de l'emploi. Toute entreprise qui se crée, les 10 premiers salariés à hauteur de 10 000 dirhams de salaire net mensuel sont exonérés de l'impôt sur le revenu et des charges sociales, comme un certain nombre de mesures extrêmement importantes en faveur de l'entreprise. Mais quand on dit en faveur de l'entreprise, en fait, on dit en faveur de l'emploi. Parce que qui crée aujourd'hui l'emploi, c'est le secteur privé, c'est les entreprises. Et nous allons continuer à écouter le secteur privé, à écouter les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, parce que c'est là où il y a le gisement d'emploi. Alors cette loi de finances est une loi de finances en faveur de l'investissement privé, en faveur de l'entreprise, mais aussi en faveur des secteurs sociaux. Ce qui a été fait en termes de soutien au secteur de l'enseignement et de l'éducation nationale de manière générale, au secteur de la santé, parce que c'est là où effectivement le bas blesse, c'est là où il y a la demande sociale la plus virulente. Ce qui a été fait en 2018, ce qui va être fait n'a jamais été fait auparavant. 55 000 postes budgétaires pour l'éducation nationale entre 2017 et 2018. Jamais vu auparavant. 4 000 postes budgétaires pour la santé, avec un soutien important pour ces deux secteurs, parce qu'on sait que les attentes des citoyens, de nos concitoyens, notamment au niveau de ces deux secteurs, sont des attentes énormes et qu'il était de notre devoir au niveau du gouvernement d'y répondre et de soutenir ces deux secteurs sociaux. Cette loi de finances a aussi, comme vous l'avez souligné, un certain nombre de... la réforme du dispositif fiscal, qui des fois apparaît comme étant véritablement tirant l'investissement, l'initiative, etc. Et des fois, il est plus, disons, voilà, il est plus perçu comme étant une chasse aux sorcières, l'histoire de la TVA, l'histoire, les fausses déclarations, etc., qui aujourd'hui introduisent un sentiment de doute auprès d'un certain nombre d'entreprises. Je n'ai pas compris l'histoire de la TVA. Le problème de la TVA maintenant qui est... les arriérés. Il y a les arriérés d'une part, bon, ça c'est... mais il y a aussi le fait que beaucoup d'entreprises font de la fausse facturation pour ne pas payer justement la TVA. Alors, vous parlez de l'évasion fiscale. Non, d'abord, pour les arriérés TVA, il y aura une annonce la semaine prochaine pour tourner la page de ces arriérés, effectivement, de la TVA qui pèse sur la trésorerie des entreprises. Donc, la semaine prochaine, il y aura une annonce dans ce sens. Mais l'évasion fiscale ne concerne pas que la TVA, concerne l'ensemble des impôts. Et aujourd'hui, la Direction générale des impôts est outillée après sa digitalisation complète. Ah, d'accord. Aujourd'hui, la DGI est complètement digitalisée. Et d'ailleurs, à partir du 1er janvier 2018, même un certain nombre d'impôts qui étaient collectés par la Trésorerie générale, aujourd'hui vont être collectés, la déclaration va être faite au niveau de la DGI, comme l'IR professionnel, comme un certain nombre d'IR. Donc aujourd'hui, nous avons les moyens de traquer ceux qui font des fausses déclarations. Nous avons les moyens de recouper et de faciliter le contrôle, parce que c'est un contrôle qui a évolué. Nous n'allons plus chez l'entreprise avec les gros sabots. Non, aujourd'hui, nous avons les moyens de recouper l'information pour traquer les fausses factures, pour traquer éventuellement, disons, contrecarrer l'évasion fiscale. Et je dois rendre hommage justement à la Direction générale des impôts et aussi à l'administration des douanes, les deux grandes directions à recettes de notre pays, qui sont en train de se transformer de manière radicale pour être au service de l'entreprise, mais pour être aussi au service de l'équité fiscale. Donc c'est pour lutter contre l'évasion fiscale, pour lutter contre la contrebande, pour améliorer nos recettes, justement, qui vont permettre de faire face à l'ensemble des besoins économiques de notre pays. Donc c'est un travail en permanence, disons en permanence. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas uniquement renforcer le contrôle, il faut aussi faciliter les procédures, faciliter notre système fiscal. Nous n'avons pas un système fiscal trop lourd, trop pressant. Notre pression fiscale, d'ailleurs, a régressé. Nous étions autour de 23-24%. Notre pression fiscale, aujourd'hui, n'est que de 21%.
Vous m'étonnez, Monsieur le ministre. Notre pression fiscale, c'est Elle est officiel. plus élevée quand même, monsieur le ministre. Alors, si je vous dis qu'en Europe, la pression fiscale dépasse les 30%, Oui. voire 35%, Bah, je pense que le Maroc était dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, voilà. Aujourd'hui, la pression fiscale dans notre pays, je le dis haut et fort Cumulée, devant tous les cumulée. pays, la pression fiscale de notre pays est de 21%. Quand on parle, puisque vous parlez de modèle économique et de la croissance du modèle économique, j'aimerais évoquer cette question du modèle de développement économique, Monsieur le ministre, avec vous, tel qu'évoqué par le souverain à l'ouverture de la nouvelle session parlementaire. On en est où de ce modèle de développement économique et de sa feuille de route? Et voilà. Alors, le discours de Sa Majesté à l'ouverture de la session parlementaire, il a appelé à lancer un dialogue qui doit impliquer toutes les forces vives de notre pays. Bien sûr, le gouvernement, l'université, le Parlement, les associations. Et pour renouveler, en fait, ce modèle de développement. Alors, encore une fois, quand on parle de modèle de développement, on parle de modèle de développement au sens large. Pas modèle de croissance. Ce n'est pas création de la richesse. Oui. On parle surtout de la, bien sûr, création de richesse. Il y a du travail à faire, mais aussi de la bonne répartition de cette richesse. Donc, tous les instruments, et la fiscalité en est un, les instruments pour répartir cette richesse pour que tous les citoyens puissent profiter des fruits de la croissance. Bien entendu, ce n'est pas une problématique uniquement marocaine. Je pense que beaucoup d'experts, disons, au niveau des modèles idéologiques, même politiques, en termes donc de répartition de la richesse, peut avoir des idées différentes. Mais notre pays, après les acquis que nous avons constitués aujourd'hui, parce que nous avons quand même un pays qui dispose d'une bonne infrastructure, qui a beaucoup investi au niveau des investissements publics. Nous avons 195 milliards de dirhams d'investissement public sur les 3 dernières, annuellement, hein, sur les 4 ou 5 dernières années, donc 195 milliards de dirhams. Mais quand on voit les résultats, il y a aujourd'hui des disparités. Voilà. Il y a des disparités entre les régions, 3 ou 4 régions représentent 60% de notre contribution, enfin de notre PIB. Il y a des disparités au niveau des couches sociales. Mais qu'est-ce qu'on fait pour réduire ces disparités? C'est toute la réflexion qui doit être menée. Où en est cette réflexion? Alors la réflexion, le gouvernement, bien entendu, monsieur le chef de gouvernement, compte lancer dans les prochains jours le démarrage donc, de ce dialogue. Parce qu'encore une fois, ce modèle de développement, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas une djellaba qu'on va, c'est pas du prêt-à-porter. Il faut que ça mûrisse, il faut que tout le monde y contribue pour arriver à un consensus. Et ça va prendre un peu de temps au niveau de la réflexion, et ça va prendre aussi un peu de temps au niveau de l'implémentation. Il y a une réflexion partagée communément parmi les Marocains, intellectuels ou non. On fait trop de débats, trop d'études, etc. et que finalement, on ne voit pas l'issue. Ça, c'est d'une part. D'autre part, vous avez parlé de disparités régionales. Aujourd'hui, nous avons des situations assez dramatiques. Il y a Jarada, il y a le fait que justement cet axe Casablanca, Rabat, Qanitara, Tanger, aujourd'hui, on crée l'essentiel ici, mais le reste, pour avoir fait un peu le tour de ces régions, on ne voit pas venir de lueur d'espoir, de partage justement des fruits de la croissance. Alors, qu'est-ce qui se prépare? Alors après, bien sûr, dans le débat, il va y avoir des avis, c'est le propre des débats. Mais de mon point de vue, s'il faudrait retenir un sujet qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation que nous vivons, d'inégalité, de disparité, du Maroc, j'allais dire entre parenthèses, à plusieurs vitesses. C'est parce que nous avons un système d'enseignement défaillant qui n'a pas permis de faire émerger, disons, une jeunesse, bien entendu, bien éduquée, une jeunesse qui est capable d'affronter le marché du travail, une jeunesse qui entreprend. Je pense que notre système d'éducation, aujourd'hui, est la clé. Bien entendu, il y a d'autres leviers. Mais il y a la vision stratégique que vous avez adoptée, sur laquelle vous avez signé
disons, un accord avec le Conseil supérieur de l'éducation pour que ça soit, disons, Bien sûr, mis en œuvre. Le Conseil supérieur, effectivement, de l'éducation... Il a posé une vision bien entendu, dans laquelle vous avez donné votre avis. Bien entendu. Mais encore une fois, moi, cette vision, je pense que si il y a une mobilisation générale dans notre pays autour de cette vision À l'horizon 2030. Cette vision va réussir. Parce qu'il faut savoir que c'est pas la première tentative. Il y a eu des tentatives de réforme. Mais encore une fois, le premier sujet, la priorité, qui aujourd'hui fait mal à notre pays, qui fait mal aussi à nos ménages, à notre classe moyenne, parce que quand on parle de pouvoir d'achat, quand on est obligé de mettre son enfant dans une école privée et de payer pour voir son enfant recevoir une éducation, j'allais dire, de qualité, c'est une charge supplémentaire pour les ménages qui voient leur pouvoir d'achat s'effriter. Donc le rôle de l'État aujourd'hui, c'est de s'atteler de manière et de s'engager de manière complète et déterminée à régler les problématiques des services sociaux, notamment en matière de santé et en matière d'éducation. Quand on parle de disparité régionale, un des leviers de répartition de la richesse, c'est que tous les citoyens, là où ils se trouvent, la montagne, la plaine, le rural, l'urbain, aient le même service public au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, de la même qualité. Et c'est, je pense, la clé d'une bonne répartition des richesses. Est-ce là les réformes qu'évoquait le FMI dans sa dernière note, qui encourageait certes les réformes déjà entreprises par le Maroc, mais ces réformes-là dont il faisait référence? Bien sûr, le FMI attire l'attention sur les secteurs sociaux d'une manière générale. Il ne le faisait pas avant. Renforcer. C'est pour ça que le partenariat avec le FMI, c'est un partenariat très Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas partie? Parce que je veux revenir, parce que c'est une émission qui était normalement destinée à la flexibilité. Est-ce que ça ne faisait pas partie, cette invitation aussi à mener plus de réformes sur les aspects sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet encouragement aussi à adopter ce régime? C'est-à-dire qu'il y a un lien. Non, je ne crois pas. Non, je crois pas. Parce qu'encore une fois, la flexibilité, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est dans les rapports de FMI depuis 2007, écrit noir sur blanc. Et depuis 2007, nous travaillons, bien sûr, à la Banque centrale pour voir comment trouver, bien sûr, la fenêtre, préparer la flexibilité. C'est pour ça qu'on dit, encore une fois, ce n'est pas un diktat, ce n'est pas quelque chose d'imposé. Parce que si c'était imposé, on l'aurait fait en 2007, pas en 2018. Mais le dernier point, un des grands défis, qui est issu de toutes les réformes économiques que notre pays est en train d'entreprendre, qui est issu de toute la priorité aujourd'hui première dans notre pays, c'est de trouver un emploi à l'ensemble de cette jeunesse qui attend et de lui donner une bonne éducation. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois l'invitation d'Eco-Débat et de Média TV. Drissa Essaoui, toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Eco-Débat, excellente suite des programmes sur notre antenne. Et bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine.